Alors, après avoir vu que nous sommes surpeuplés, que nous sommes à l'aube d'une grande pénurie de matières premières et de ressources, que nous sommes face à l'effondrement des niches écologiques, que nous sommes face à l'effondrement de notre système financier, de notre système économique, eh bien, la question va être, face à ces destructions inévitables, face à ces grandes catastrophes, comment, comment les gens, comment les citoyens vont-ils réagir? Et là, il faut observer, il faut constater que malheureusement, la plupart de la population n'est plus seulement des citoyens, mais de plus en plus des consommateurs. Et le consommateur, par la force combinée des puissances d'argent, du marketing, et puis bien sûr par les habitudes, et puis par la facilité, eh bien, elle se transforme de plus en plus comme en esclave de ses propres désirs, esclave de sa propre consommation, de son propre consumérisme. Car lorsque vous êtes habitué à assouvir vos pulsions et vos désirs par l'acte d'achat, très rapidement, vous réduisez toute votre mythologie mentale et toutes vos aspirations et tous vos désirs à la consommation. Or, ce n'est pas ça d'être un homme libre, ce n'est pas ça d'être un citoyen responsable, mais la réalité, c'est que la grande majorité de la population, alors bien sûr, il y a des exceptions, mais l'immense majorité des populations ne sont que des consommateurs aujourd'hui, et ceux qui ne consomment pas ne rêvent qu'une seule chose, c'est de pouvoir accéder à ce paradis de la consommation. Ça a été le cas, et ils ont bien déchanté depuis, des populations est-européennes, mais on voit aujourd'hui toutes les populations du Sud, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir consommer comme des Occidentaux, avec les effets néfastes sur l'environnement et sur les ressources, bien entendu, mais aussi psychologiques. En plus, euh, cette consommation va avec une forme de uniformisation du monde, des consommateurs. Nous avons de plus en plus les mêmes chaînes de restaurants rapides partout dans le monde, les mêmes euh, grands distributeurs de vêtements, les mêmes modes. Et bien sûr, ça a du sens. Nous voulons uniformiser, nous voulons métisser, nous voulons cela. Parce que dans les entreprises, c'est beaucoup plus compliqué de vendre à des gens différents qu'à des gens pareils. Si les gens sont pareils, on arrive à leur faire gober toujours les mêmes modes, on arrive à leur faire acheter une année telle voiture, ensuite on leur fait jeter pour en acheter une autre. Cette idée de l'obsolescence des modes, etc., est brillante et elle amène de la rentabilité. Alors, bien sûr, elle détruit le monde, mais elle détruit le monde à relativement long terme. Mais à court terme, c'est du profit. Et du profit, voilà, bah, c'est ce qui vous permet d'avoir la belle bagnole, la pute et de bien vous amuser. Malheureusement, le long terme, il est en train d'arriver là. Et bon, donc nous constatons en tout cas, c'est que nous avons aujourd'hui une tendance à l'uniformisation. Et même les gens qui se prétendent uniques, différents, ils sont différents comme tout le monde. Et on sait très bien quoi vous vendre. Et même les gens qui ont des velléités réellement et sincèrement de se différencier, de ne pas tomber dans l'escarcelle du consumérisme, eh bien malheureusement, ou heureusement, parce que l'être humain il est comme ça, eh bien ils consomment aussi, mais ils consomment différemment, et il y a un marché pour ces gens-là aussi. Donc nous ne pouvons pas éviter ce paradoxe. Mais surtout, ce qui est très désagréable, c'est que nous voyons aussi une pensée unique. De plus en plus, il faut penser comme tout le monde. Il faut penser que telle chose ou telle chose est bien, que telle mode, justement, est à la mode. Et même l'opposition, même les contre-pensées, elles sont organisées et planifiées. Et il n'y a quasiment aucune échappatoire à ce mode, sauf à être soi-même un ermite ou à être soi-même totalement isolé. Et ce n'est pas par hasard que ce mode de vie hyper consumériste, en fait, il nous déprime. Non seulement il nous déprime parce que l'acte d'achat, il nous apporte de la joie et du bonheur de manière uniquement ponctuelle et pas durable, mais aussi parce que finalement nous sommes obligés de travailler dans un système qui nous oblige à consommer. Parce qu'il faut travailler pour pouvoir s'offrir nos désirs. Il faut se payer ce qui va assouvir nos désirs. Et comme ces désirs sont éphémères et que ces produits sont éphémères, eh bien nous allons continuer à devoir travailler. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux, qu'il y a de moins en moins de ressources, nous devons travailler de plus en plus dur, la compétition est de plus en plus forte. Bref, c'est de plus en plus difficile. On est de plus en plus sous pression. Et donc le travail est de plus en plus déprimant et difficile pour la plupart d'entre nous à travers les entreprises, à travers les industries et à travers le monde.
Et pour ce travail, nous sommes obligés d'avoir un mode de vie complètement déraciné, avec des transports, alors pour certains en voiture, pour d'autres des transports publics, où finalement nous perdons une grande partie de notre vie simplement à accéder à nos lieux de travail pour des travaux, pour des métiers qui nous dépriment, qui n'ont aucune utilité, qui sont dans les services, qui ne servent à rien, qui sont complètement bidons, et en plus, qui nous épuisent. Et tout ça pour pouvoir s'acheter une nouvelle bagnole, pour pouvoir continuer à faire ces trajets, tout ça pour acheter les fringues à la mode, qui sont de toute façon de mauvaise qualité, tout ça pour suivre même une certaine féminisation de l'acte d'achat à travers toutes les classes sociales et tous les sexes. Et donc ça nous amène également à la déprime. Et puis il faut bien comprendre que, encore une fois, si la dette elle est très forte au niveau des nations, au niveau des systèmes économiques, elle l'est aussi au niveau des individus. Parce que pour pouvoir continuer notre train de vie, pour pouvoir continuer et nous acheter ce dont nous avons besoin et d'avoir tout de suite, nous nous endettons. Nous nous endettons pour notre maison, nous nous endettons pour notre voiture, nous nous endettons pour nos frigos, nos télévisions, nos vêtements. Et tout est facilité pour cela. Bien sûr, on vous prête de l'argent. Bien sûr, la première année, pas d'intérêt. Mais alors la deuxième, et si vous ne payez pas, boum, 16% de l'usure. Et des gens qui sont peut-être pas très bien éduqués, le rôle de l'éducation et de l'école, elle est clairement déficient. Aujourd'hui, on ne fabrique plus l'école n'est plus là pour créer des citoyens responsables, mais des consommateurs dociles et des travailleurs également dociles. Donc, cette dette, elle est considérable aussi au niveau de l'individu. En plus, on nous a de l'intérieur. On nous donne à manger de la merde. De plus en plus, ce qu'on mange, parce que pour des raisons de coût, nous sommes habitués à manger des produits qui sont hors sol, génétiquement modifiés, hors saison. Nous ne savons plus quand poussent les fraises, alors nous les mangeons l'hiver. On a des asperges qui viennent du Chili en plein septembre. On a du raisin en janvier. Enfin, on ne sait même plus, la plupart des gens ne savent plus d'où vient la nourriture. Ils l'achètent au supermarché sans réfléchir, en suivant leurs envies. Ah tiens, aujourd'hui j'ai envie des tomates, je prends des tomates, mais elles n'ont aucun goût, parce qu'elles sont faites sous serre, elles sont faites en janvier, en février. Et c'est fait au pétrole, chauffé à l'électricité. Et à la fin, ça a un impact sur notre corps. Et si ça c'est vrai pour les tomates, pour la viande, c'est encore pire. Dans l'immense majorité des cas, la production industrielle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de protéines aujourd'hui, et je dis ça sans être moi-même un végétarien, j'aime manger de la viande personnellement, j'en mange de moins en moins parce que j'essaie d'en trouver uniquement de l'excellente qualité d'un animal qui a vécu sa vie correctement, qui a pu s'épanouir et qui est en bonne santé, et donc sa viande sera meilleure, et qui a été tué dans des bonnes conditions, sans stress, etc. Et j'en mange de toute façon moins parce que c'est hors de prix. En revanche, la viande bon marché, elle est produite dans des usines, et il suffit de visiter une usine de volaille, une usine de poulet, une usine de porc, une usine un abattoir de vaches industriel, pour voir à quel point c'est abominable. Et les conditions de vie de ces animaux ne peuvent pas donner de la viande, des protéines de bonne qualité, ne peuvent pas donner du goût. C'est absolument atroce, sans penser à la souffrance inévitable de ces animaux qui, comme vous, n'ont pas envie de mourir et surtout n'ont pas envie de vivre dans des situations abominables. Et lorsque l'on pense aujourd'hui que nous abattons plus de, je crois, 12 milliards d'animaux par an pour notre consommation humaine, c'est totalement abominable. Et ça va continuer, ça va augmenter parce que de plus en plus, les pays en voie de développement, eh bien, ils veulent manger des protéines. Ils en ont marre de manger des haricots et du riz. Ils veulent du poulet, ils veulent du porc, ils veulent du bœuf, ils veulent de l'agneau. Eh bien, nous allons leur en donner parce qu'il y a du profit. Et tout ça, ça va être de la merde, littéralement. Excusez-moi d'être vulgaire, mais nous mangeons de plus en plus, la plupart d'entre nous mangeons de la merde. Et je l'ai fait aussi. Bon, j'étais plutôt relativement privilégié dans mes sources d'approvisionnement de nourriture, parce que j'avais les moyens de m'en acheter de bonne qualité. Mais aujourd'hui, il faut faire un effort de choisir, de comprendre d'où vient notre nourriture, où elle a été produite, comment, qu'est-ce qu'il y a comme produit chimique dedans. Est-ce que ces poulets qu'on mange, est-ce qu'ils ont mangé à 50% leurs propres excréments et voir les cadavres de leurs voisins? C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Bref, on va vous faire un cours sur l'alimentaire, mais il faut bien se rendre compte d'où ça vient et quelle est l'ignoble situation de la nourriture et de l'alimentation aujourd'hui. Et après, il ne faut pas s'étonner que c'est des effets sur nos comportements. Aujourd'hui, il est prouvé que certains modes de consommation ont
effets sur notre incapacité de travailler, incapacité de se concentrer, surtout chez les plus jeunes, les enfants, incapacité même de suivre des règles. On voit que, par exemple, les personnes à grand comportement criminel ont énormément de sucre dans leur alimentation, etc. Ça a un impact, ça n'explique pas tout, mais ça a un impact. Et de plus en plus, eh bien, on voit même des effets dans la nature où les hormones qui sont mises dans la viande, par exemple, notamment aux États-Unis, parce qu'en Europe, soi-disant, c'est interdit, mais enfin, ces hormones, ils finissent dans les cours d'eau par l'urine, et donc ils ont aussi un impact sur les poissons qui n'arrivent plus à se reproduire parce qu'il n'y a plus que des poissons femelles et plus de mâles, par exemple. Donc ça aussi, c'est des choses très induites par nos comportements, etc. Et ça montre bien que tout est lié et que malheureusement, nous allons vers un effondrement aussi à cause de notre mode de consommation. Et puis, ensuite, il faut voir l'ignoble industrie chimique et finalement de l'alimentaire où nous produisons des produits néfastes, des produits, des graines par exemple qui ne se reproduisent pas. On essaye d'obliger les agriculteurs à avoir des graines qui ne poussent qu'une seule fois, qui ne donnent pas ensuite de fruits et d'autres graines, de manière à ce que l'agriculteur, au lieu d'avoir cette pratique ancestrale de garder une partie de sa récolte pour être ressemée l'année suivante, eh bien, devienne finalement un maillon de la chaîne de la consommation et qu'ils doivent acheter ces graines Terminator, comme on les appelle, chaque année auprès des grands producteurs, quels que sont Monsanto, Syngenta et d'autres. C'est absolument horrible. On est en train d'acheter, de breveter le vivant et nous sommes au seuil de la destruction totale de l'agriculture traditionnelle. Et à la limite, ce qui va nous sauver, justement, c'est l'effondrement qui nous permettra de garder encore ce mode de vie. Le résultat de tout ça, que ce soit nos modes de vie, que ce soit nos modes de travail, que ce soit notre alimentation, c'est une déprime personnelle vaste. On voit aujourd'hui que l'immense majorité, nous avons dans l'Occident une quantité d'utilisation d'antidépresseurs absolument phénoménale. Mais en plus, je pense que nous sommes dans une dépression civilisationnelle. Je pense que dans l'ensemble, le monde occidental, en tout cas, n'a plus d'espoir, n'a plus de vision, n'a plus de désir autre que de consommer, et inévitablement, ça nous amène à la déprime. Alors ceux qui arrivent à comprendre le pourquoi, arrivent à s'en sortir. Moi, j'ai fait moi-même une grosse déprime à partir entre 2003 et 2005, je pense, parce que justement, je commençais à comprendre que notre monde était merdique, et donc j'ai déprimé. Et je suis sorti de la dépression, je vous montrerai en fait, par l'action, par le travail, et parce que j'ai compris comment nous étions manipulés, comment fonctionnait ce monde. Donc à part cette prise de conscience, malheureusement, le plus grand nombre d'entre nous sont voués à une déprime encore pendant longtemps. Et ils risquent de mal réagir ou de réagir de manière apathique lorsque ça va aller mal. Et cela est aussi, il faut le comprendre, amplifié par une sorte de propagande qui vient par les médias. Alors en partie elle est voulue, puis en partie c'est simplement le jeu des médias de nous donner ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qui est divertissant et non pas ce qui nous fait réfléchir. Et par exemple la télévision, au-delà de ses impacts néfastes neurologiques que l'on peut mesurer aujourd'hui, eh bien au départ c'était un outil intéressant, il y avait 2 ou 3 heures d'émissions par jour, qui en partie nous divertissait, mais aussi nous apportait de la connaissance, de la culture. Et comme il n'y avait pas beaucoup de chaînes, eh bien, l'ensemble de la population avait les mêmes expériences, avait la même culture commune, et que finalement tout le monde regardait telle émission ou tel film à la même heure, le même jour. Et donc on avait des expériences communes. Aujourd'hui, avec des milliers de chaînes qui sont essentiellement basées sur le divertissement, avec quelques rares exceptions qui sont un peu plus intéressantes culturellement, et d'information, l'immense majorité, ce n'est que de la propagande et de la désinformation et du divertissement. Et c'est normal. Il suffit de voir à qui appartiennent les chaînes de télévision et on se rend compte que l'immense majorité des chaînes de télévision appartiennent à des grands groupes, souvent liés à l'armement. Et ces grands groupes, alors là c'est un exemple en France, mais ça peut être, on pourrait retrouver la même concentration des médias aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, notamment en Italie évidemment, c'est clair, avec Berlusconi. Et ces grands groupes n'ont pas vraiment intérêt à ce que vous réfléchissiez beaucoup, n'ont pas tellement intérêt à ce que vous changiez vos modes de consommation. Et puis, il reste, alors vous me direz, il reste la télévision publique. Et oui, mais la télévision publique, elle dépend quand même de publicité et de politiciens qui nomment les directeurs. Ces politiciens ne sont pas neutres, ils sont eux aussi stipendiés et influencés par des lobbies, on le sait. Et donc,
À la fin, les informations sont quasiment les mêmes partout et il est très très rare d'avoir des journalistes courageux. Souvent, ceux qui sont courageux, ils se retrouvent au chômage et donc l'information est de plus en plus uniforme. Et heureusement qu'il reste Internet pour se renseigner, pour se faire son avis soi-même. Et comme je disais dans l'introduction, ne croyez pas à ce que je dis, ne croyez pas à ce que dit la télé. Vérifiez toutes les informations, trouvez des sources alternatives et vérifiez ces sources alternatives. Parfois, il y a des sources alternatives qui disent des conneries. Ben vérifiez, apprenez à avoir un sens critique. Mais certainement, la télévision, elle ne vous donne pas de sens critique. Pour preuve, dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde qui est relativement en paix, nous continuons à avoir des dépenses, par exemple, dans l'armement, qui sont absolument fantastiques. Les États-Unis, pays qui n'a pas d'ennemis, qui est au contraire l'agresseur, c'est peut-être en fait la raison, eh bien, elle dépense plus que tous les autres pays du monde cumulés. C'est absolument extraordinaire et a toujours un arsenal qui pourrait largement détruire toute la population terrestre plusieurs fois. Donc c'est tout à fait intéressant de voir, et ceci est accepté bien sûr, parce que nous sommes mentalement manipulés par les médias, par la télévision notamment. Et cela nous amène à finalement accepter des choses complètement absurdes et paradoxales, comme par exemple, notamment dans la guerre en Irak ou en Libye, ou en ce moment, alors que nous sommes en septembre 2012, notamment en Syrie, voilà, nous devons aller bombarder et détruire des pays et tuer des gens pour leur amener la démocratie. Ça devient risible, et quand on est détaché des médias comme je l'ai fait, eh bien on le remarque automatiquement, on le voit tout de suite, le paradoxe et le mensonge. Mais si vous êtes dedans tous les jours, il est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte. Parce qu'à la fin, pour la population qui se la prend dans la gueule, la démocratie, eh bien, vous savez, vous préférez être vivant sous un dictateur peut-être pas très sympathique, plutôt que mort, vous et vos enfants, sous une bombe de la démocratie. Croyez-moi, dans mes voyages au Moyen-Orient, j'ai pu rencontrer des gens qui ont perdu des membres de leur famille tués par les Américains et par les bombes de l'OTAN. Eh bien, ils ne disent pas ah oui, finalement, même si c'était une erreur, je suis content. Non, non, ils nous haïssent. Enfin, nous. Ils haïssent, ils ont compris que ce ne sont pas les peuples européens ou des États-Unis ou du Canada, ce sont leurs dirigeants, ce sont les oligarches qui les dirigent, qu'ils haïssent. Cette haine est croissante. Cette haine, elle va se payer tôt ou tard. On voit également des projets assez intéressants de la part des grandes puissances, finalement de diviser pour régner, et on voit de plus en plus les tentatives de morcellement, notamment du Moyen-Orient, parce qu'on ne va pas faire ça là où il n'y a pas de ressources. Hein. Je veux dire, aller morceler le Chili à la limite, non, ça a des ressources. J'allais dire le Chili, mais il y a du cuivre, il y a du tungstène, il y a du lithium. Non, non, mais par exemple le Zimbabwe, on ne va pas aller morceler le Zimbabwe avec sa production de tabac pour mieux le contrôler. On n'a pas besoin. En revanche, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, ça oui, on va aller les découper. On a des projets, il y a des projets comme ça venant des États-Unis et d'autres pays pour dominer totalement les zones et encercler les éventuelles puissances qui peuvent mettre les bâtons dans les roues, comme typiquement la Russie ou la Chine. Quant à la réaction des jeunes par rapport à tout ça, eh ben, en Occident en tout cas, dans les pays développés, ils sont occupés à travailler, à manger, à chercher à bouffer. Mais dans les pays occidentaux, eh bien, comme nous sommes devenus gros et oisifs, eh bien, j'aime bien cette image. Pourquoi avoir peur de l'apocalypse zombie alors que vous êtes déjà des zombies? Eh oui, de plus en plus, nous sommes transformés à des zombies. Nous sommes accros à nos gadgets, accros à nos petits trucs technologiques. Et on voit, et c'est vrai que je le remarque de plus en plus, tout le monde est accroché à son téléphone pour aller surfer, choper ses emails, aller sur Facebook. Les relations sociales sont totalement étranges. Alors c'est peut-être moi qui suis en train de devenir un vieux schnock, et je me rends pas compte que les jeunes, ils trouvent ça que c'est trop cool d'être sur Facebook tout le temps. Et moi-même, j'en abuse beaucoup pour communiquer avec les lecteurs de mes livres. Mais enfin, je me rends compte que c'est quand même chronophage et que finalement, si on ne rencontre pas les gens en vrai, qu'on ne fait pas des choses en vrai dans le monde réel, eh bien, tout ça, c'est de la merde, c'est virtuel et ça ne sert à rien. Je vois même des gens qui sortent pour la drague, qui au lieu de draguer, finalement, restent sur leur téléphone. Donc, c'est pas gagné. Voir des situations carrément plus dangereuses, où là, le risque est carrément physique. Mais probablement qu'il y a en tout cas un changement générationnel où justement les générations un peu précédentes
avec leurs défauts, certainement la mienne a beaucoup de défauts, eh bien, on commence à avoir une grande différence avec les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui sont totalement dans le moule, dans ce système consumériste et de gadgets technologiques, et qui ont beaucoup de peine à comprendre les réalités du monde. Déjà, pour quelqu'un de 40 ans comme moi, comprendre le monde agricole de mon grand-père, c'est déjà difficile. Alors pour quelqu'un qui est né aujourd'hui, qui a 10 ans, 12 ans aujourd'hui, c'est complètement de la science-fiction. Je veux dire, comment les poissons, ils sont pas carrés, ils naissent pas dans des barquettes dans des supermarchés. Il fallait travailler la terre, mais où va-t-on? Voilà, c'est l'immense majorité de la population, elle s'intéresse aux baskets qu'elle va avoir. Est-ce qu'ils vont être mieux que celles de ses copains? Est-ce que le piercing ou le tatouage qu'ils vont avoir, il sera cool, il sera meilleur que celui de la copine, etc. Je crains que cette futilité, elle corresponde aussi au manque d'espoir, au manque de projet de société, et que ça va se payer parce que les compétences, elles ne sont pas acquises. Nous sommes en train de nous abrutir et de devenir idiots. Et on le voit, et on voit tous convergent. Alors on le voit, ça m'a fait beaucoup rire, lorsque quelqu'un dit, par exemple, hein, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Tout le monde répond, ouais, nique la France, nique, machin. Et quelqu'un dit, mais c'est quand même un peu raciste. Et l'autre il dit, ouais, on s'en fout, on va niquer. Bon. Quelqu'un s'est amusé à faire la même chose en disant, je baiserai le Cameroun jusqu'à ce qu'il m'aime. Et tout le monde dit, ouais, fils de pute, raciste, je vais t'enculer. Et le même dit, mais c'est quand même un peu raciste. Et l'autre dit, ouais, c'est super raciste, etc. Voilà. Typiquement, la bêtise et typiquement la double pensée. Tout ça, ça va se payer très très cher. Ça va se payer parce que cette haine artificielle de nos sociétés dans lesquelles on vit, eh bien, elle va se transformer lorsque tout ira mal en violence. Lorsque des jeunes ou des moins jeunes, habitués à avoir tout de suite, ne vont plus l'avoir parce que, je vous le rappelle, nous allons avoir pénurie de pétrole, pénurie de ressources, plus aucune croissance, donc nous allons avoir de plus en plus de dettes, donc de plus en plus d'austérité, et donc tout ça va se précipiter. Vous pensez que les jeunes vont s'asseoir et dire c'est pas grave, on se tient la main, on va aller cueillir des fleurs et puis on va se bouger? Non, 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 ils vont aller tout fracasser. Et cette haine qui a été créée de toutes pièces, notamment dans les populations d'origine immigrée, qui n'y sont pour rien en fait, mais dans lesquelles on a inoculé une certaine haine de leur pays d'accueil. Alors en plus, ils savent visiblement pas tout à fait bien écrire, à moins que ce soit des références mythologiques grecques, mais enfin, on se rend compte que voilà, c'est très difficile. Alors pour moi, qui est suisse, j'ai bon dos de critiquer et de prendre un exemple français, mais enfin chez nous en Suisse, c'est pareil. J'ai pris cette photo devant chez moi, où j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'ils essayaient de dire, s'ils essaient d'expliquer, je sais pas, est-ce qu'ils disent que ce politicien est homosexuel parce qu'il a un balai dans... Est-ce qu'il parle du balai du Bolchoï ou est-ce que autre chose? Enfin bref, toute cette bêtise, cette inculture, elle est présente. Et en plus, on essaye de nous mettre de plus en plus les uns contre les autres. J'en voulais pour preuve il y a quelques années cette histoire complètement bizarre de critiquer le fait qu'il y ait de la viande halal dans les fast-foods en France. Mais tout le monde disait oui, il faudrait que la viande soit pas halal, d'autres disent oui, il faut qu'elle soit halal, mais putain, réveillez-vous. Comment ça se fait que dans un pays comme la France, où il y a une nourriture extraordinaire et une richesse du terroir, on doive manger du fast-food? On s'en fout qu'il soit halal ou pas halal. Donc j'avais trouvé cette image qu'avaient fait mes amis d'égalité et réconciliation en France. Ils disaient stop à l'islamisation de notre américanisation. Et bien entendu, le problème n'est pas tellement l'islamisation en tant que telle, alors on peut en discuter, mais pourquoi est-ce que notre mode de consommation est tel qu'il est? Alors évidemment, quand on parle par exemple, et il faut en parler puisque c'est un peu un phénomène en Occident, lorsqu'on parle d'islamisation, il y a toujours les idiots utiles, il y a toujours les imbéciles qui jouent le jeu, et c'est tellement débile, je me demande s'ils ne sont pas eux-mêmes manipulés par ceux qui souhaitent que nous soyons tous les uns contre les autres et qu'il y ait une vraie guerre de civilisation, non plus un conflit, mais une guerre de civilisation. Et lorsque je vois ce que disent certaines personnes sur certains forums internet, etc., et la haine, mais crasse et basique, je me dis que c'est pas possible. Ils sont manipulés et il y a des manipulations dans tous les sens, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, dans les religions, etc. Et il faut être très très attentif de ne pas tomber dans le panneau de la guerre de tous contre tous. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voyons de plus en plus une escalade de la délinquance et nous allons la voir augmenter parce que le jour où ils vont nous supprimer
les allocations famille, les allocations commerciales, familiales, pareil, hein, lapsus révélateur, on va voir de plus en plus une partie de la population qui va être énervée et qui va se vouer au crime pour pouvoir subvenir à ses besoins, ou simplement parce que ça rapporte. On voit aussi que finalement, les immenses sommes d'argent qui ont été dépensées pour la crise n'arrivent pas aux citoyens et aux personnes normales, et que c'est un énorme pillage. Et donc l'énervement va être terrible. Lorsque les gens se rendront compte à quel point ils se sont fait avoir, je pense qu'il va y avoir de l'énervement. Alors est-ce que ça va dégénérer vers des systèmes dictatoriaux, qu'ils soient de droite ou de gauche? On peut très bien imaginer une sorte de dictature aussi des États qui finalement mettent l'État et les grandes entreprises, finalement un corporatisme fasciste dans le sens premier du terme, contre les peuples, avec la police et des armées privées qui les protègent. On peut imaginer. On peut imaginer un État devenu omniprésent, de plus en plus envahissant dans nos libertés qui sont quasiment inexistantes. On peut imaginer aussi des modèles totalement absurdes, comme le modèle nord-coréen où officiellement tout va bien, mais qu'en réalité les gens meurent de faim et ils sont sous une oppression et une dictature sanguinaire. Difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes, encore une fois, je vais prendre une image mythologique, nous sommes un peu comme une civilisation qui s'est globalisée, qui a construit sa tour de Babel et qui est en train de voir cette tour complètement en train de s'effondrer et de s'exploser. Et nous risquons de nous retrouver tous les uns contre les autres avec des langues différentes. Et par cette parabole, je veux dire des haines les uns contre les autres. Et évidemment, ceci ne risque de pas aider. Donc je pense que dans un monde de consommateurs sans empathie les uns envers les autres, sans capacité de vraiment ressentir du respect, de l'amitié, de l'entraide avec les autres, parce que nous sommes des consommateurs égoïstes, nous allons nous transformer dans une civilisation psychopathe. Psychopathe qui ne peut pas avoir de l'empathie pour les autres, psychopathe qui va devenir méchante, psychopathe qui va devenir violente, psychopathe qui va précipiter encore plus l'effondrement économique.